Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour cet atelier battle sur le format du débat mouvant. Donc, au regard de votre étonnement en rentrant dans la salle, ça va certainement être une découverte pour beaucoup d'entre vous sur le format. En fait, vous allez être acteurs concrètement de ce battle. On en suit un certain nombre sur ce format où ce sont des intervenants choisis qui viennent exposer leur point de vue, s'écharper sur un sujet. Et là, l'idée, c'est que chacun d'entre nous pourra se positionner sur cette thématique autour du numérique pollueur. Nous sommes avec Marion Oudonneau de l'ADI. Moi, c'est Jean-Baptiste de la MONA et on va co-animer cet atelier donc jusqu'à 12h36. C'est thématique. Et je vais laisser du coup Marion vous présenter aussi un peu présenter un petit peu le principe et vous expliquer comment va se dérouler l'atelier. Mettez-vous à l'aise, posez vos vestes si vous avez chaud, posez vos sacs, etc. On va occuper tout l'espace qui vous est proposé pendant cette heure passée ensemble. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Marion, je suis chargée de mission industrie des loisirs à l'Agence de développement et innovation de la région Nouvelle-Aquitaine. Et certains d'entre vous me connaissent par mon passé, mon expérience passée, notamment à l'Office de tourisme du Val-de-Garonne. Donc, l'objet du débat mouvant, ça va être, vous allez devoir exprimer vos opinions. Comme l'a dit JB, on va occuper l'espace, donc on va être d'accord ou pas d'accord. Par contre, du coup, il y a un certain nombre de règles à respecter qu'on va vous donner. Du coup, les règles à respecter pendant cette heure, c'est la liberté de parole, vraiment. Voilà, parole libre, parole libérée. Donc, faites part de vos avis sans crainte. Donc, on va vous exposer un certain nombre de thèmes de débat et donc il faut y aller. Il n'y a aucune obligation de prise de parole, bien sûr. On ne va pas vous regarder ou vous donner le micro. Donc, vous sentez-vous vraiment à l'aise par rapport à ça. On est dans une logique de débat, d'opinion et de point de vue. Donc l'idée, c'est vraiment d'écouter les autres, de s'écouter soi-même aussi. Donc n'hésitez pas à se lâcher avec le hashtag bienveillance qui va bien sur ce genre de débat mouvement. On n'est pas dans la censure et dans l'autocensure. Donc on est vraiment... toute bonne idée, toute expression va permettre d'autres associations d'idées et va permettre de nourrir le débat. On a le droit de faire preuve d'esprit critique, mais sans juger. Donc il va y avoir un ping-pong dans les opinions, de ceux qui sont d'accord, pas d'accord. Nous, on va bien sûr jouer un rôle de neutre autour de ça. Et l'idée, c'est de découvrir ce format, c'est être aussi pour vous dans le fun et de repartir avec un certain nombre d'idées reçues qui sont un peu déstructurées. Et aussi, on va amener, nous, en fin de session, une session un peu justement de conclusion de ce débat et de voir comment aussi vous vous engagez sur les différents thèmes qu'on a vus ensemble. Donc vous êtes vraiment acteurs. Nous, on est vraiment ce rôle d'animateur. On n'a pas d'expertise à vous proposer en plus sur ce sujet. On est convaincu que le collectif a toutes les billes pour justement avoir un débat sensé plutôt qu'avoir des experts qui vous parlent du sujet. Alors, concrètement, les règles du jeu du débat mouvant. Donc, il y a deux camps qui vont se former. Ici, en fait, il y a une rivière du doute. Donc, on va dire que c'est ici. Attention, il faut soit se positionner à droite ou à gauche. Et donc, il va y avoir des affirmations qu'on va vous passer et vous allez devoir vous placer d'accord, pas d'accord. La rivière du doute, on a le droit de s'en servir, c'est quand on hésite, on ne sait pas. Mais le truc, c'est que quand même, à un moment donné, il va falloir prendre parti. Donc, peut-être qu'il y en a certains qui vont avoir des argumentaires qui vont vous convaincre et donc on passera soit en d'accord, soit en pas d'accord. On reste jamais dans la rivière du doute. On peut rester un petit peu, mais pas trop longtemps. On veillera à ça. Nos pas d'accord ne tiennent pas debout tout seuls, donc il va falloir les porter. Alors Pierre, il faudrait passer de ce côté. Là. Non, mais du coup, Antoine est là, donc il va rester là, pas d'accord, et du coup, d'accord. Ah, vous voulez garder? Ah, ok. Pardon. Ok, j'avais pas vu, mais ça ne va pas rester au tableau, hein, donc du coup, vous n'allez plus la voir. Alors, du coup, on a une thématique. C'est donc le numérique pollueur. Alors voilà, ça va certainement vous évoquer plein de choses. Nous, on a une succession d'affirmations. Et puis, du coup, vous allez vous positionner d'accord, pas d'accord, aux rivières du doute, et en espérant que quelqu'un va vous convaincre.
C'est OK pour tout le monde? Vous avez des questions? Non? Alors, la première affirmation, c'est l'affaire des politiques. Sans contrainte dictée, rien ne changera. Tu as le droit de laisser, Pierre. On le reprend. Mais je suis neutre, donc je vais le poser là. Le premier qui viendra s'en saisir. Qui veut s'exprimer? Antoine, tu veux t'exprimer? C'est pas que l'affaire des politiques. On peut penser par exemple sur certains types d'usages ou de modes de consommation. On peut peut-être faire basculer des choses parce qu'à un moment donné, les usages changeront ou que je sais pas, les citoyens seront convaincus par exemple qu'il faut arrêter de manger des trucs qui sont emballés avec du plastique. Donc il n'y a pas que les politiques qui pourront, il faudra qu'ils s'emparent de ça, mais de là à nous dicter absolument tout ça, non, je crois pas. D'ailleurs aujourd'hui ça nous montre déjà. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Là fallait faire ouais, carrément il a raison. Quelqu'un d'autre veut exprimer son opinion? Faites tourner. Hein. Oui, moi je veux bien prendre la parole pour dire qu'il y a beaucoup d'outils qu'on utilise, d'outils numériques, qui sont en fait designés pour maximiser notre usage, voir des vidéos qui se déclenchent toutes seules, etc. Et ça, par exemple, c'est un point sur lequel, bien sûr, le politique pourrait légiférer pour empêcher ça, mais je pense qu'il y a aussi une grosse part qui est du côté de ceux qui conçoivent et qui inventent la façon dont les outils du numérique, la façon dont on s'en sert. Moi, je suis aussi d'accord pour ne pas être d'accord. Je pense que sur ce sujet, comme bien d'autres, en fait, c'est les utilisateurs, les usagers, les consommateurs qui peuvent être moteurs pour faire évoluer les choses au niveau politique. Un peu comme on le voit, par exemple, sur le côté alimentation, avec une appli comme Yuka. C'est un peu cette mouvance-là, en fait. Ça peut venir du bas et faire bouger tout en haut. Encore faut-il qu'ils en aient conscience. Tu peux changer à tout moment. Non, mais effectivement, les usagers ont des actions à mener, mais ils n'ont pas forcément conscience qu'en réalité, ils polluent, ils contribuent au réchauffement climatique en utilisant leur smartphone, par exemple. On peut basculer à n'importe quel moment. Pardon. Par contre, dès que ça tourne, à pondérer par rapport à la question de la pratique individuelle. Je pense qu'aussi on peut se méprendre. Là, on lit, c'est rigolo parce que du coup, on a lu, c'est l'affaire des politiques. Apparemment, on a tous interprété le mot des politiques comme étant des politiques des hommes politiques ou des femmes politiques, alors que ça pourrait être des politiques, c'est-à-dire des axes stratégiques de développement, des pensées prospectives organisées de façon partagée. Hein, donc on sait plutôt, finalement, bon voilà, ça sera à réinterroger ce mot-là. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que du coup, on a toujours l'impression finalement que c'est grâce à des pratiques individuelles, finalement, ça va venir vraiment de pratiques individuelles, etc. Mais c'est justement ce qui nous tue. Hein, c'est justement l'individualisation des pratiques qui permet aux constructeurs d'applications de nous les vendre et de nous donner l'impression que du coup, elles sont en plus super utiles pour qu'on vive bien. Donc finalement, ça nous empêche justement de recréer du politique, puisque du coup, ça participe à une individualisation. Donc de focaliser sur les pratiques individuelles, quelque part, ça interroge. Et puis la deuxième chose, c'est l'affaire des politiques. Quelque part, finalement, je dirais presque, quelque part, oui, si on considère que les politiques, c'est nous. Moi, je vais aller là-bas. Antoine est dans la place. Oui, moi, rapidement, je m'interroge sur la capacité qu'on a collectivement à changer de pratique, d'usage de façon volontaire et spontanée, sans contrainte. Je ne sais pas si c'est possible d'aller assez vite pour répondre aux problématiques qu'on a aujourd'hui qui sont assez urgentes et qui nécessitent une réaction vraiment très musclée. Du coup, vous restez là ou... Non, je reste... Ici, c'était quoi? C'était pas d'accord. Là-bas, c'est pas d'accord. Ouais. C'était pas d'accord. Non, je reste... On rebondit ici?
C'est ce qu'on voulait dire, je pense, là, plusieurs, on voulait réagir à ce que vient de dire Ève, et nous aussi, nous, on est plutôt d'accord quand même qu'à un moment donné, il faudra quand même agir. C'est l'industrie du textile, deuxième plus gros pollueur. Tout à l'heure, on parlait des aéroports, des 200 en Chine. Mais bien, il va falloir à un moment donné qu'il y ait des contraintes politiques extrêmement fortes de poser. Ça va aussi jusqu'à, alors là, gros débat, est-ce qu'il faut se mettre une amende systématique, en effet, parce qu'on pisse à côté des toilettes à Amsterdam, ou parce qu'on balance son mégot en Suisse? Mais à un moment donné, est-ce que l'enjeu et la rapidité avec laquelle on est en train d'avancer vers des scénarios pas sympathique du tout, ne doit pas imposer des contraintes extrêmement fortes. Et de rajouter, finalement, c'est rigolo qu'on se pose cette question-là, de savoir si sous la contrainte, finalement, c'est que sous la contrainte qu'on pourra le faire, mais c'est rigolo de voir comment, finalement, les concepteurs et constructeurs d'applications en tout genre, les fameux GAFA, etc., nous ont donné l'impression que c'était sans contrainte, qu'on allait pouvoir utiliser toutes ces applications. Finalement, on ne s'est jamais vraiment posé la question. Pourtant, ça s'est imposé à nous, donc il y a eu une modification des pratiques. Donc pourquoi est-ce que du coup aujourd'hui on se sent complètement prisonnier? Je pense qu'il y a un truc à déconstruire par rapport à ces soi-disant de contraintes. C'est finalement presque le discours des GAFA que de dire qu'il faudrait de nouveau... Ils ont réussi à nous imposer quand même l'utilisation massive et dominante de tous ces outils sans jamais vous poser la question de savoir si vous en aviez besoin. Oui, non, bah, du coup, c'était simplement... Enfin, je tombe d'accord avec vous dans le sens où je pense que ça peut être une affaire de politique, dans le sens où ça peut apporter une idée collective, justement, et éviter toute démarche individuelle qui fait que ça ne bougerait pas forcément assez rapidement. Mais effectivement, le côté contrainte dictée fait que ça peut avoir un a priori négatif de base si c'est en plus dicté par nos politiques, qui sont quand même assez controversées au quotidien. Et qui fait que les gens vont avoir des a priori sur ce qui va émaner d'eux et n'auront pas forcément envie de bouger dans leur sens, presque là aussi, comme tout à l'heure, par principe, quoi. En fait, c'est vrai qu'il y a deux idées. Il y a le côté politique, où je pense naturellement, on s'est un peu tous dit non, c'est pas que l'affaire des politiques, et naturellement, on est tous passés de l'autre côté, parce que je pense qu'on est nombreux à considérer ici que c'est l'affaire de tous. Et il y a le côté contrainte dictée. Et en fait, cette notion de contrainte dictée, elle est probablement de l'affaire des politiques, mais si on commence à parler d'effondrement, c'est pas que des décisions politiques, c'est qu'à un moment, ça nous tombe sur la gueule. Et que du coup, ces contraintes dictées, elles ne sont pas que politiques, elles sont aussi par des facteurs qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne maîtrisera pas. Et donc du coup, c'est pour ça que je suis passé finalement de l'autre côté, parce que moi, je crois que finalement, ce côté contrainte dictée, il s'impose. Et que soit c'est l'affaire des politiques, mais ça va de toute façon nous tomber sur le coin du nez et on va le subir en fait. Sébastien, il y a un complément d'Antoine. C'est vrai que ma première réaction, il y a eu politique, contrainte dictée, et c'est vrai que je me suis dit, voilà, c'est des mots où je trouve... Donc ma première réaction effectivement a été de m'opposer à ces mots-là et le côté effectivement individuel, on ne peut pas fonctionner personne par personne et voilà, il faut une ligne directrice et connaître aussi que tout le monde soit au courant en fait des impacts et que ça se passe dans la communication, dans des règles et la sensibilisation et donc voilà, c'est pour ça que je suis passée de ce côté. Oui, donc, pour moi, je pense qu'il y a... Ça bouge. Il y a un point important, c'est qu'on a deux mains. J'ai l'habitude de dire que dans chaque main, on a d'un côté une carte bleue et de l'autre côté une carte d'électeur. Donc, c'est effectivement, on a besoin des politiques pour appliquer des choses, mais les politiques que l'on a, c'est ceux qu'on mérite et c'est ceux que l'on choisit. Donc, il faut réapprendre aussi à s'approprier le domaine public de la politique, de la discussion, du débat, comme on peut le faire ici, et d'impliquer nos politiques et de bien montrer que le pouvoir, c'est nous qui l'avons, quoi. Donc il faut se réapproprier ce pouvoir-là. Le pouvoir, la carte bleue, évidemment, il est très immédiat, hein, il est très très fort. Il faut savoir que des entreprises comme McDo, si on arrête d'aller chez McDo, enfin j'y vais pas moi, hein, d'aller chez McDo, en 15 jours, ils ferment, hein, c'est 15 jours. L'entreprise plonge à une très très grande vitesse. Donc le pouvoir, la carte bleue, il est absolument phénoménal. Donc il faut qu'on se réapproprie ça. Et qu'on soit très conscient du fait que la politique des entreprises et la politique publique, nous les faisons par nos choix. Donc voilà, nous avons beaucoup d'influence là-dessus.
Alors, moi, je voudrais... je suis d'accord avec vous. Je voudrais juste moduler un peu cette idée-là. Il y a une étude qui a été publiée par un organisme qui s'appelle... un cabinet de conseil indépendant qui s'appelle Carbone 4, qui montre qu'en fait, si on était tous au taquet de ce qu'on peut faire personnellement, individuellement, on serait qu'à 25%. Genre, on est tous exemplaires, on trie nos déchets, on a un compost au fond du jardin, on prend notre vélo, enfin vraiment, on est au taquet, on a fait tout ce qu'il faut dans notre maison, etc. Ben, en fait, on plafonne à 25% de ce qu'on peut faire sur les objectifs qu'on a, qui sont fixés par les accords de Paris en 2015, pour éviter l'emballement du climat, pour arrêter effectivement cette machine qui s'emballe, qu'on a l'impression de plus contrôler. Et tout le reste, en fait, les 75% qui restent, c'est effectivement le système qui nous entoure, c'est-à-dire ce qui dépend en fait des entreprises, des élus. Et donc, on n'a pas la main là-dessus, finalement. C'est pour ça que, au final, je pense que c'est l'affaire des... Non mais... Non mais je pense que l'affirmation de dire c'est l'affaire des politiques, c'est l'affaire que des politiques, c'est ça qui me dérange. Oui, je pense que les politiques ont un très gros rôle à jouer, mais pour moi, il n'y a pas que les politiques, il y a aussi les entreprises, il y a aussi nous tous ici qui sommes des professionnels. On peut énormément faire bouger les choses. Il faut qu'il y ait une prise de conscience qui soit massive, qui soit rapide. Et donc c'est pour ça que laisser tout aux politiques, je suis pas du tout pour en fait. Donc moi je voulais ajouter quelque chose. Effectivement, on dit que le nouveau pétrole, c'est la data, c'est la donnée, mais ces données en fait engendrent des data centers qui sont les nouveaux pollueurs en fait. Donc la responsabilité des politiques, c'est d'appliquer le principe finalement de pollueur-payeur, qui s'applique aujourd'hui effectivement plutôt au domaine de l'énergie traditionnelle et pas du tout effectivement aux entreprises du numérique. Donc ça c'est un premier rôle que pourrait être fait. Donc là c'est l'ère de la contrainte par le bâton financier. Et après l'enjeu, certes, c'est évidemment d'éduquer, sensibiliser et de faire évoluer les usages, et ça le citoyen a son levier clairement. En revanche, il faut aussi que l'offre elle soit aussi plus sobre, et ça, elle reste à construire. Ouais. Je prends 2 secondes, mais juste peut-être une piste. Ah, bien sûr. Ouais. Je vais juste me positionner dans la rivière du doute. Et juste pour dire, parce que je pense que là, il y a des bonnes choses de chaque côté. Et que, en fait, je pense que ce qu'on entend par contrainte dictée, il y a beaucoup de la... Pour moi, je pense à la dictature bienveillante, parce que c'est ça qu'il faudrait finalement. Mais en même temps, si on impose quelque chose, si on impose une idée, même si on pense à tout, hein, quand on vous impose une idée, si on n'a pas fait le chemin, si on n'a pas les valeurs qui sont alignées avec les contraintes qui sont imposées, ça va pas impulser le changement. Donc je pense qu'il y a un truc à faire sur les valeurs. Et je pense que nous aussi, dans le tourisme, on a ce pouvoir, à travers le marketing, et un choix à faire sur comment on communique. Et individuellement, moi, personnellement, avec le manifeste de l'année dernière, ça m'a convaincue de faire mon petit colibri. Et effectivement, je vois la partie naïve de ça, mais être finalement une micro-influenceuse et donc être l'exemple. Et oui, donc je pense qu'il y a un peu des deux à faire. Il faut être consommateur. Voilà, donc je suis un peu dans le doute. Merci. Pour conclure sur cette affirmation. Je fais rapide. On est sur le sujet numérique, pollueur. Ayons en tête aussi, par exemple, tout le monde des entreprises, TPE, PME, qui sont très à la traîne sur les sujets de la transformation numérique, qui ont du mal à s'y mettre. Et on peut se dire aussi que déjà, si eux, ils ont du mal à se mettre sur des sujets de transformation numérique, si on n'a pas aussi un minimum de référentiel pour comprendre ce que c'est que la frugalité dans le domaine numérique, etc., ça ne marchera pas. Donc peut-être qu'aussi, il faut qu'on pose, dans ces sujets du numérique qui sont toujours très larges, des mots valises énormes, poser peut-être aussi des référentiels. Et ça, à un moment donné, ces référentiels, il faudra qu'ils soient poussés d'une manière ou d'une autre par la puissance politique. Donc peut-être qu'il faut trouver des outils aussi. Ok. Merci beaucoup pour cet échange de la première affirmation. On passe à la deuxième, toujours une logique de d'accord, pas d'accord. Affirmation numéro 2, numérique pollueur, c'est comme l'homme invisible. La pollution numérique, ça ne se voit pas et ça s'oublie. D'accord là-bas, pas d'accord ici. D'accord de ce côté-là, pas d'accord de ce côté-là. On vous laisse. On connaît l'histoire, hein. Donc c'est comme l'homme invisible, la pollution numérique, ça ne se voit pas et ça s'oublie.
Je trouve que le côté la pollution numérique, ça ne se voit pas. Je suis pas d'accord dans le sens où entre justement tous les contenus qu'on nous pousse en permanence dès qu'on est sur un site internet, dès qu'on est sur un réseau social, les fenêtres pop-up qui s'affichent, les mails, les spams, tout ce qu'on veut. Enfin, je trouve ça compliqué de ne pas le voir et surtout de l'oublier. Donc après, forcément, au quotidien, on y pense moins dans le sens où ça devient tellement récurrent et tellement là, présent, que oui, potentiellement, on peut faire abstraction. Mais de là à pas le voir et à l'oublier, non, je ne suis pas d'accord. D'autant que on le sait qu'on a trop de numérique. On est tous à se dire à un moment donné, il y a le burn-out, c'est la maladie du siècle, c'est l'hyperconnexion. On est tous dans le cas de la déconnexion. L'hypernumérisation, franchement, c'est une évidence pour tout le monde, je crois. Alors moi, je voulais dire qu'elle se voit, tout simplement parce qu'on est tous utilisateurs de smartphones et qu'on a tous envie de les acheter tous les 2 ans minimum, et que pour l'instant, ils ne sont pas forcément dépollués. Or, à l'intérieur se trouvent des métaux rares. C'est plus une expérience. Du coup, je suis allé au cinéma avec mon fils il n'y a pas longtemps, et généralement, je ne vais pas dans ces grands cinémas, mais il se trouve que voilà, on est allé au CGR Lescar, pour ne pas le nommer, enfin, CGR Université. Et moi, j'étais habitué, je viens de Nancy, à mon caméo à moi, qui était mon cinéma d'arrêt d'essai, où j'avais des repères, des amis, des conversations, des discussions, des échanges, des débats, des fauteuils un peu usés, tout ça. C'était vraiment un espace pour moi qui était un vrai espace d'échange. Et puis là, je suis arrivé au CGR, et on est arrivé un peu en avance. Du coup, je dis, bon, on va aller chercher nos tickets. Et au final, de l'achat du ticket à l'attente, j'ai compté, je crois il doit y avoir plus de 85 écrans répartis sur l'ensemble de l'espace. Donc je me suis dit déjà, consommation énergétique, c'est monstrueux. Donc les écrans, je peux vous dire qu'on ne les oublie pas, il n'y a que ça. Et en plus, on est arrivé, c'était un dimanche, on est arrivé en tout début d'après-midi et personne quasiment n'avait pris son service en tant que salarié. Donc ça veut dire qu'en fait, on était dans un espace vide, qui était habité par un nombre d'écrans. En fait, finalement, même mon fils me disait, il a 8 ans, il me disait, je ne sais plus quoi regarder, il me disait. Il y en avait partout. Il y avait un truc, un cinéma là, un machin, acheter du popcorn, machin, à 20% la semaine prochaine. Et du coup, ça, c'est pour moi une vraie pollution numérique, et qui, en plus de ça, se voit dans les comportements humains. Voilà. Alors, moi, je voudrais réagir à ça en vous racontant une petite anecdote. En fait, j'enseigne à l'ECV Digital à Bordeaux en master. Donc, en master, ils ont 20 ans, on va dire c'est la génération qui vient. Et au début quand je démarre le cours au début de l'année, je leur dis est-ce que vous pouvez mettre votre nom sur un chevalet en papier que je me rappelle de vous, parce que je ne les connais pas au début. Et en fait, ils me disent ah mais nous non, en fait on n'a pas de papier, on est écolo. Et en fait ça a l'air de rien, mais cette petite phrase montre une idée vraiment reçue, profonde qu'on a, que finalement, on n'a pas de papier, on remplace le papier par les écrans, et qu'au final, ça ne se voit pas, donc ça ne compte pas. C'est très, très révélateur de notre façon de penser. Ce n'est pas visible, donc on a l'impression qu'effectivement, ça n'existe pas, alors que ce n'est pas le cas. Moi, je voudrais ajouter un point de vue sur les critères sur lesquels on se base pour définir une pollution. Aujourd'hui, on dit je vais utiliser une voiture électrique parce que ce sera moins polluant qu'une voiture au gasoil. Le critère étant la consommation de CO2. Aujourd'hui, acheter une voiture électrique, est-ce que c'est réellement moins polluant qu'une voiture au gasoil? Je ne sais pas, je n'ai pas les données pour le définir. Mais au sens large, au niveau de la société, je pense qu'il y a un travail à faire sur ces critères d'évaluation de la pollution. Ce critère de visibilité de la pollution. Est-ce que c'est de la pollution effectivement parce qu'on extrait des terres rares, on consomme des énergies non renouvelables? Est-ce que c'est aussi des critères à intégrer sur notre agression visuelle, auditive? Et ça, on n'en parle pas. Et je pense que c'est vraiment intégré dans ces critères communs. Ça fait un peu un parallèle à ce qui vient d'être dit. Je pense que sur un sujet d'éducation aussi, c'est extrêmement important. Enfin, ce qu'on est en train de dire, c'est finalement comme pour un t-shirt. Est-ce qu'on connaît quelle est toute la chaîne de valeur qui permet de produire un t-shirt?
et de savoir combien d'eau ça a pris, combien de flux il a fallu générer pour que ce t-shirt soit transformé, amené, etc. Donc quel est tout le poids finalement de ce t-shirt sur un mail, sur en effet ouvrir une publicité, ouvrir Netflix, regarder un écran dans un cinéma. À chaque fois, on a un mal de chien à appréhender ça. Enfin, qui, je sais pas, dans la salle peut être en capacité de cartographier à chaque fois tout ce qu'il y a derrière, le moins de messages numériques. Je pense que c'est très compliqué. Et il y a certainement, nous on est un peu entre initiés quand même là. Il y a quand même toute une partie de la population qui n'a pas ce type d'éducation là dès le plus jeune âge encore. Donc il y a peut-être aussi là-dessus un puits, mais je pense pas qu'on le voit en fait. Juste, ce que je voudrais dire, c'est... je me suis perdu dans mon esprit, excusez-moi. Mais globalement, oui, je voulais rebondir sur le développement de la 5G. Et le fait qu'en fait, on était en train de dire qu'on est sursollicité de messages et que parfois on s'en rend pas compte en fait de la consommation du numérique qu'on peut avoir parce qu'on est sursollicité en permanence à cause de notre portable. Et finalement, un peu le dernier espoir, c'est de se dire les endroits où il n'y a pas de connexion, les endroits où il n'y a pas de réseau. Quand ça m'arrive encore de prendre l'avion, excusez-moi, et quand je prends l'avion et qu'il n'y a pas de Wi-Fi, je suis content. Parce que c'est un moment où, finalement, c'est un moment de déconnexion complète. Et finalement, le développement de la 5G, c'est un enjeu hyper important aussi d'un point de vue numérique. Il y a probablement, d'un point de vue écologique, pardon, il y a probablement des choses très intéressantes autour de ça et je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas ralentir la consommation numérique de chacun d'entre nous. Ouais, je voulais juste appuyer sur une petite chose parce qu'on parle de pollution numérique, mais je pense qu'on parle aussi de pollution technologique. C'est-à-dire que ce qui est visible, c'est la pollution technologique. On parlait d'écran, on parlait de téléphone, on parlait de ce qu'on voit. Effectivement, là, vous êtes dans... Effectivement, ça se voit, je suis d'accord, je viendrai bien de votre côté pour ça. Mais pour ça, pour les mails, pour Netflix, pour toute cette consommation, on n'a pas conscience, enfin, l'utilisateur lambda, il ne sait pas. Et je pense qu'il y a un travail à faire sur ça, en fait, sur comment rendre visible tout ça. Voilà. Moi, du coup, je crois savoir maintenant pourquoi je suis dans les... Ici, alors on n'est pas d'accord. Non, mais la phrase est à décomposer. C'est vrai qu'en fonction des morceaux de phrases sur lesquels on réfléchit, bon. Mais au final, c'est la question de l'oubli. Et je pense que la pollution numérique, effectivement, elle peut... Donc déjà, je pense qu'elle se voit. Après, elle mériterait d'être mesurée, c'est clair. Et puis rentrer, parce qu'il y a des référentiels de mesure, et des typologies, tout ça, ça existe déjà. Il suffirait juste de faire rentrer le numérique dedans, je pense, même s'il doit y avoir des spécificités. Par contre, c'est la question de l'oubli. Et je pense qu'on ne l'oublie pas, je pense qu'on l'incorpore. Comme, là, par exemple, je dirais l'impact des publicités qui jalonnent l'espace urbain. Et moi, j'avais notamment travaillé sur des études sur l'impact que ces publicités, elles ont chez les enfants, qui ne sont pas forcément en âge de verbaliser ou de prendre du recul par rapport à ce qu'ils voient, mais qui s'imposent à eux, et qui, du coup, relèvent plutôt de processus d'incorporation. Vraiment, incorporation, prenez-le au sens... alors bourdieusien pour ceux qui s'y intéressent, voilà, mais comment ça va derrière structurer la manière avec laquelle les individus vont se comporter, donc avec eux-mêmes et avec les autres. Et en ce sens-là, je pense que ça ne s'oublie pas, ça s'incorpore et ça présente des questions, on va dire. Ouais, je rebondirais effectivement sur la mesure en fait du numérique et de la pollution du numérique. Il y a effectivement un débat qui est complètement pollué, je dirais, par les lobbies, parce qu'effectivement la mesure du carbone ne veut absolument rien dire. Le numérique est basé, une des grosses pollutions, c'est sa consommation d'électricité, mais il y a électricité, quoi. Celle qui est fabriquée en Chine avec des centrales au charbon n'est pas la même que celle qui est fabriquée avec de l'éolien ou avec des panneaux solaires. Donc on voit bien qu'effectivement on a un indicateur qui est complètement faux. Et là-dessus, les politiques et les scientifiques doivent absolument nous proposer un modèle qui fonctionne bien mieux et qui nous permet de bien mesurer ça, de pouvoir comparer. Oui, la dernière. Je voulais juste nuancer en fait la phrase et c'est pas ça ne se voit pas, je pense, c'est que on ne veut pas le voir et pour tout à chacun ça nous arrange bien, donc on ne l'oublie pas, on le sait. Mais ça arrange aussi bien des seniors, des enfants, des ados. Et je crois que même ici, une fois qu'on aura terminé la battle, tout est retransmis en direct, je crois. Donc je pense que en fait, ça arrange un peu tout le monde aussi, quoi, d'oublier.
Voilà. Non, vous êtes d'accord avec le monsieur? On va changer, tu vas pouvoir. Donc on va changer d'affirmation. La prochaine, c'est la faute des GAFA et de la dépendance numérique qu'ils génèrent. D'accord de ce côté, pas d'accord de ce côté. Oui, là c'est pas d'accord et là c'est d'accord. Oula, on a du monde dans la rivière du doute. Alors, il faut que ce soit plus tranché. Hein. Mettez-vous bien rivière du doute, là. Alors moi, je suis plutôt d'accord. Aujourd'hui, dans le secteur du tourisme, restons sur le secteur du tourisme, même si le projet est bien plus global que ça. L'ensemble de nos outils de travail passe par ces GAFA, GAFAM. Les collectivités aujourd'hui ont des conventions avec Microsoft. On n'est même pas forcément... moi, dans ma propre structure, je n'ai pas le droit d'utiliser des versions libres. Donc, clairement, on est dépendant de ces structures-là. Aujourd'hui, pour faire la promotion de nos territoires et de l'offre touristique, on passe par les réseaux sociaux et on n'a, pour le moment, pas du tout pointé des alternatives. Alors là, évidemment, il y a le côté GAFA, mais pas uniquement. C'est... demain, comment faire la promotion de notre offre sans passer par des supports web, sachant qu'il y a un impact. Tout à l'heure, on parlait du papier. J'entends beaucoup des gens qui disent bon, on passe au numérique comme ça, on produit pas de papier. Oui, c'est madame en face. Clairement, l'impact de mailing, d'une campagne sur les réseaux sociaux, est bien plus impactante qu'une brochure qui sera diffusée, etc. Voilà. En fait, je pense que je vais changer de côté. C'est pas en vous écoutant, mais c'est en réfléchissant. Je me dis que finalement, c'est peut-être plus l'homme qui est le coupable, parce que les GAFA, ils utilisent nos failles, en fait. Nos failles de dépendance, etc. Donc c'est pour ça que je viens là. Voilà. Et voilà, ils vont faire en sorte, en plus de plus en plus de cacher, qu'ils consomment, ils polluent. Pour information, beaucoup des serveurs utilisent les cartes graphiques, donc la puissance CPU, pour répondre aux besoins de traitement de la donnée. On parle de serveurs quantiques et d'autres types de serveurs, de TPU, qu'ils envisagent d'envoyer sur la Lune. Et donc dans l'espace, on ne va pas envoyer que des hommes, mais également des ordinateurs qui ne vont pas poser de problème de refroidissement, puisque le TPU explose en matière de chaleur. Chaleur qu'on peut compenser en mettant dans des bâtiments collectifs, on chauffe l'eau, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Donc l'envoi sur la Lune est dans les plans des GAFA, notamment de Google, qui s'investit dans le matériel. Voilà. Les nageurs? Oui. Non, mais je voudrais bien quelqu'un. Moi, je pense que c'est un petit peu de la faute des deux, puisque les GAFA créent des outils qui exploitent de plus en plus nos failles. Donc, c'est de leur faute, puisqu'ils font exprès de vraiment, via les notifications, via le développement des réseaux sociaux, des fonctionnalités de plus en plus poussées, qui vont explorer les petites failles de nos cerveaux pour qu'on soit de plus en plus dépendant. Mais c'est de notre faute aussi, puisqu'on ne fait rien pour vraiment essayer de s'en sortir. Donc moi, je pense que c'est un petit peu de la faute des deux. Ouais, je suis bien d'accord. J'aime pas l'idée de c'est la faute à quelqu'un et on est tout d'un coup une victime. J'ai pas envie de me sentir une victime. Oui, il y a une exploitation de nos failles, mais en même temps, on a aussi plein d'outils qu'on n'utilise pas par inconscience, ignorance. Il y a certainement plein de raisons, mais on peut choisir, on peut faire des choix, on peut bloquer des pubs, on peut orienter davantage les pubs qu'on veut recevoir, on peut... moi, personnellement, je ne me rends pas compte du temps que je passe sur mon téléphone, alors je me suis mise, il y a 1 an, une limite dans le temps. Voilà. Donc avant 8h et après 23h, ça laisse quand même beaucoup de temps dans une journée où je suis le nez dedans, mais voilà, je m'auto-limite et je pense que ça, c'est enfin, voilà, la faute c'est tout de suite, il faut chercher un fautif et moi, j'ai pas envie d'être une victime et je pense qu'on a les moyens pour améliorer la situation.
Moi, c'est pareil, nuance les deux, mais par contre, je reviens sur mon idée d'éducation quand même. Par contre, c'est hyper intéressant de comprendre leur modèle, c'est-à-dire que, ce qu'on disait tout à l'heure, on ne le voit pas très bien, mais comprendre qu'en effet, au quotidien, je ne sais pas, l'impact d'Amazon Web Services, par exemple, sur le monde entier, ce que ça peut représenter, on doit absolument demain éduquer et apprendre ce que c'est que ce type de modèle, je ne sais pas, dans les cours d'économie, dès le collège, ou en tout cas le plus tôt possible, parce que c'est des nouveaux modèles qu'on comprend très très mal et il faut absolument le faire passer pour dire que oui, c'est un modèle qui s'impose, mais si on ne le comprend pas et qu'on ne le mesure pas du tout, ça va être difficile de trouver des alternatives et de bien contraindre. Et il y a un autre aspect où je pense que c'est quand même un peu la faute des GAFA, là. C'est, tout à l'heure, on disait, il y avait le rapport entre data et pétrole sur le fait que la data, c'est le nouvel or et tout. Ça peut être vu aussi comme les déchets qui sont produits par nos usages numériques. Et on a notre culpabilité sur nos usages et le fait qu'on en consomme et qu'on en bouffe et qu'on en bouffe. Par contre, sur le fait que tout soit stocké ad vitam aeternam sur toutes les versions des sites web qui peuvent exister, de ce qu'on a mis sur les réseaux sociaux, c'est autant de déchets qu'on est en train d'accumuler, qui nécessitent énormément de serveurs et donc énormément d'énergie. Alors que fondamentalement, il y a un paquet de choses, même si Facebook vous rappelle ce que vous faisiez aux rencontres du e-tourisme il y a 12 ans, on s'en fout un peu en fait. Et donc on pourrait s'en passer. Et là par contre c'est quand même assez clairement de leur faute pour vouloir s'appuyer sur ce gisement. Moi, je me mettais juste à la place de quelqu'un qui travaille chez Google et qui produit un service et dont il est, je pense, relativement fier, parce qu'il a l'impression de combler un besoin et ils offrent des outils qui sont relativement performants là-dessus. Par contre, en comblant ce besoin, je pense qu'ils n'assument pas l'inconscience qu'ils ont dans la pollution de la planète. Et pour moi, des gens qui travaillent chez les GAFA, ce ne sont pas des fautifs, ce sont des gens qui ont une mission qui leur incombe de répondre à des besoins. Par contre, la faute, entre guillemets, elle vient peut-être plus de notre dépendance à des besoins qui ne sont pas primaires. Est-ce que les d'accord veulent défendre leur beefsteak? Ou on reste sur ça? Prochaine question. Affirmation numéro 4. Numérique pollueur. Remember. Instagram, hashtag et selfie, exhausteur d'addiction qui ne pollue que virtuellement les destinations. C'est coupé au montage. Instagram, hashtag et selfie, exhausteur d'addiction qui ne pollue que virtuellement les destinations. J'ai pas compris la question. Je ne veux pas. On peut pas trop reformuler. C'est un peu comme tout à l'heure, chacun va rebondir sur un des mots-clés, un verbe d'action, quelque chose qui... le débat va aussi reformuler les choses. Là, on est juste sur la logique Instagram, hashtag, donc les photos, les outils comme ça. Il y a une certaine addiction, exhausteur d'addiction. Est-ce que ça pollue que virtuellement la destination où il y a les photos qui sont prises? Alors, moi, je suis d'accord avec la première partie de la phrase, c'est-à-dire effectivement Instagram, hashtag, selfie, tout ça, c'est des exhausteurs d'addiction. Mais je ne suis pas d'accord avec la fin de la phrase qui dit qu'il ne pollue que virtuellement les destinations, parce que je pense qu'il les pollue réellement. Parce que du coup, ça encourage tout le monde à venir, à se déplacer dans des endroits qui sont parfois très préservés. Et ça génère effectivement une pollution sauvage, subite, non gérée, qui peut être en réalité très polluante. Ouais, je voulais exactement dire ça. Et juste citer l'opération de WWF avec Protect Nature. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Le fait c'est une campagne de sensibilisation et d'utiliser la fonctionnalité de géolocalisation d'Instagram et de ne pas géolocaliser le lieu quand on va sur un lieu naturel, sauvage, sensible, et d'utiliser ce géotag qui est finalement en fait le siège social de WWF. Bon, ça leur permet aussi de se faire un petit coup de pub, mais ça reste une campagne de sensibilisation qui est assez bien vue, travailler avec des influenceurs, et donc je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est pas que virtuel.
actuelle. Il y a tout un tas d'exemples. Il y a un compte qui est hyper intéressant à suivre, c'est celui de la rue Crémieux à Paris. Je ne sais pas si vous le suivez. Cette fameuse rue où il y a des flux d'Instagrammeurs tous les jours. Les habitants, ils n'en peuvent plus. Et le compte est satirique. Et il se moque de cette situation. Mais Instagram, c'est un super outil pour faire déplacer les gens sur les territoires. Je pense que ça peut être très bien utilisé quand on a des petits endroits qui sont moins fréquentés. Mais par contre, effectivement, voilà, les conséquences, elles sont réelles. Je vais changer de place. Ouais, du coup, et ça me permettra de changer de place. Changer de place, Rivière du Doute ? Non, j'irai du coup, d'accord, mais je vais rester par le groupe. J'ai pas envie d'être tout seul face au groupe, même si ça me poserait pas de problème de l'assumer. Je pense, alors par rapport à cette affirmation, ce qui moi me fait réagir et du coup changer de côté, c'est la question de la destination ou les destinations. Alors, je sais pas, c'est fait exprès, mais je sais pas de quelle destination on parle, mais finalement, ça voudrait dire que, ouais, voilà. Ça voudrait dire en fait que les destinations sont définies et qu'il y a une légitimité de définition de la destination, par exemple, et puis que du coup, il y a des gens qui viennent et qui vont par des messages qui représentent finalement leur propre appropriation. Une destination, elle est aussi faite de comment on se l'approprie et comment les usagers, ceux qui viennent sur ce territoire-là, ils la vivent, se la représentent, etc. Et donc je me dis, mais il faudrait déjà que les destinations soient bien définies. Et on voit souvent que la définition de destination, alors il y a les documents contractuels, le discours, et puis après il y a la réalité de fonctionnement, on le voit, de la vie des destinations. Et donc je dirais que pour qu'elles soient polluées, il faudrait déjà qu'elles soient définies. Et donc du coup je me dis, bah non, ça les pollue pas, ça contribue à les construire peut-être. Et donc j'irai là-dessus après, du coup étant pas trop Instagrammeur et tout ça, je laisse ceux qui savent. Moi, je voudrais citer les dérives justement des posts Insta, des selfies, etc. 2 exemples. Territoire de parc naturel régional en PACA, la Sainte-Baume, qui a vu ses champs de lavande complètement dévastés par un afflux de cars de Chinois qui voulaient juste prendre une seule photo sans acheter des produits locaux. C'était vraiment juste pour la belle photo à diffuser. Ces gens-là, clairement, c'est de l'instant T, c'est des gens qui vont pas venir découvrir les habitants de nos territoires. C'est pas des gens qu'on souhaite attirer. En fait, ils consomment pas, ils prennent une photo, ils repartent. Pas que, et d'autres dérives aussi. Là, je lisais le hors-série du Canard enchaîné sur le surtourisme de cet été que je vous conseille, où il donne aujourd'hui, il y a plus de risques de mourir d'un selfie que de se faire attaquer par un requin. Donc voilà, pour vous donner aussi voilà, des gens qui se prennent en photo sur une falaise et qui tombent. Voilà, la stupidité aussi de ce côté individualiste de je me prends en photo devant un super paysage. En fait, j'ai pas d'amis, c'est pas forcément mes amis, c'est pas pour partager quelque chose. On voit les dérives d'Instagram. Parfois, c'est bien aussi pour évidemment partager des bons plans, des astuces, etc. Mais on voit quand même avec certains influenceurs et blogueurs voyage qu'on n'est pas du tout dans l'éthique qui devrait être que nous, on peut avoir institution à vraiment valoriser un territoire, valoriser ses habitants, valoriser une offre peut-être différente et pas les concentrer à le spot à selfie. Je rebondirai effectivement là-dessus, mais je dirais aussi que si des sites de tourisme utilisent Instagram, forcément, ils vont se retrouver avec des utilisateurs d'Instagram. Donc, on va mériter un peu les visiteurs que l'on va chercher sur ces réseaux sociaux. Et donc, c'est de s'interroger peut-être sur le média que l'on utilise pour aller effectivement chercher des touristes. C'est un peu insultant envers les utilisateurs d'Instagram, si je peux me permettre, parce que non, mais on est bienveillant. Non, mais le mot. On est obligé je retire le mot insultant. Excusez-moi. Pas d'agression. De modérer. Non. Ce que je voulais dire, c'est que on peut pas considérer que tous les utilisateurs d'Instagram sont des narcissiques, égocentrés, qui ont qu'une envie, c'est de faire des selfies. J'utilise beaucoup Instagram et je crois pas me reconnaître complètement dans cette destinée. Tu me tags, hein. Je reposte après.
Non, mais se pose la question déjà, doit-on tweeter ce débat mouvant? Je me pose la question depuis le début. Bref, c'était une parenthèse. Mais je pense que c'est aussi, en fait, je trouve dire Instagram, c'est la faute d'Instagram. Où Instagram valorise les addictions. Et finalement, est-ce que c'est pas aussi aux destinations d'affirmer certains messages, de faire des campagnes de sensibilisation telles que celle que j'ai citée tout à l'heure de WWF. Puis il y a plein d'exemples super beaux, super intéressants sur ce réseau. Et c'est dommage on peut pas juste le caricaturer et dire c'est un espace pour faire des selfies. On va dernière, parce qu'après on va changer. Ouais, alors merci. Moi je suis pas office de tourisme, alors je suis plutôt voyageur, on va dire. Mais je me demandais justement par rapport à tout ça, est-ce que tous les offices de tourisme de France pourraient pas lancer un hashtag justement de vivre, faites vos vacances sans selfie, quoi, ou alors sans géoloc. Envoyez vos photos, vivez l'expérience, et si tout le monde le lance en même temps, bah, peut-être que les gens ils vont oser le faire, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être pas se prendre en photo, ils prendront le champ de lavande, mais ils diront pas où c'est. Et ils se mettront pas en selfie. Enfin, je sais pas. Voilà. Parce que je pense qu'on aura du mal à aller contre la vague de fond qu'est Instagram. J'ai ouvert un compte il y a 2 jours par rapport à mon futur job, mais voilà. Donc, voilà. Tout. Utilisez les forces de frappe que vous avez sur tout le territoire. Non, stop. On peut plus. Désolé, c'est notre rôle. C'est notre rôle de modérer, donc on va juste terminer sur la dernière affirmation. Par contre, on va vous donner 5 minutes chrono. JB il va être le maître du temps parce qu'après, on a des choses à vous dire avant de clôturer. Alors, conserver tous mes mails pro est indispensable dans mon quotidien. C'est sympathique et propre, contrairement aux fichiers papier. Donc toujours pas d'accord ici et d'accord ici. Rivière du doute, du coup, ça mérite de bien se positionner. Et on va prendre un élément de débat dans chaque endroit. Donc concertez-vous, mettez-vous d'accord, pas d'accord de qui va parler. Conserver tous mes mails pro est indispensable dans mon quotidien, c'est sympathique et propre, contrairement aux fichiers papier. Qui souhaite se lancer? Allez, on y va. Alors du coup, par rapport à la phrase, moi je me dis personnellement, je pense pas que ce soit forcément indispensable. En fait, dans tous les cas, je vais devoir regarder mes mails soit sur ma boîte mail, donc ça va aussi, ça va pas être forcément positif. Et d'un autre côté, si je le conserve au niveau des fichiers papier, je vais avoir plein de fichiers papier, donc je vais aussi m'y perdre. Donc dans les deux cas, en fait, je sais pas trop qu'est-ce qui est le meilleur. C'est ce que je me demandais l'autre fois. Il y a un exemple qui est sorti tout à l'heure. L'autre fois, j'ai appelé pour m'inscrire pour avoir mutuelle complémentaire. Et la personne me dit, OK, comment vous voulez qu'on vous envoie les papiers sous format électronique ou sous format papier? Et là, je me suis posé la question, finalement, qu'est-ce qui est le moins polluant? Qu'est-ce qui est le plus écologique? Est-ce que c'est finalement d'avoir un format papier qu'on m'envoie? Est-ce que c'est d'avoir un mail ou bien un SMS qu'on va m'envoyer? Donc c'est pour ça que je me pose un peu les questions. Je suis pas forcément... je ne sais pas où me positionner à ce niveau-là. Je démissionne. Alors, je pense que là-dessus, on a besoin effectivement d'avoir vraiment beaucoup plus d'études pour se faire notre idée, mais pas dans l'impression qu'on a, mais en réalité, combien ça pollue d'avoir du papier et combien ça pollue de garder ces mails qui sont stockés sur le cloud. Et si je les garde sur ma machine, est-ce que c'est mieux? Et là-dessus, je pense qu'on manque un peu encore d'éléments. Et c'est pour ça que des cabinets de conseils indépendants comme Carbon 4 sont pour moi indispensables. Il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus pour nous nourrir en fait avec vraiment des données chiffrées, des informations, qu'on réagisse vraiment en étant en toute connaissance de cause, qu'on puisse savoir. Et qui produisent de la donnée et de la connaissance. Hein. Il y a ce qu'on appelle les universités aussi, encore en France, elles existent. Et il y a pas mal de chercheurs dont je fais partie qui travaillent sur un certain nombre de thèmes. Et d'ailleurs, souvent, sur les contrats de recherche, on est bien moins cher que les cabinets d'études. Hein. Et au niveau méthodologique, je pense qu'on est bien plus rigoureux que certains cabinets d'études dans leur méthode. Ouais. Ouais.
Moi, je me suis mis là pour être un peu l'avocat du diable, malgré que je sois plutôt dans le doute. Il y a un collectif qui s'appelle le Green IT, que certains connaissent peut-être. Et dans les données qu'ils diffusent, ils disent que le stockage des mails est quelque chose de beaucoup, beaucoup moins polluant que l'envoi de mails. Donc pour moi, l'action sur les mails, elle est plutôt à réguler les envois, à faire des mails moins volumineux que sur le stockage. Sur le stockage, après, il y a différentes manières de stocker. Sur les clouds, ça pollue beaucoup. Mais si on a un usage raisonné du stockage sur des disques partagés en local, moi, je sais pas, par rapport à des fichiers papier, si l'impression papier pollue plus que du stockage en local. Mais ça me paraît être une bonne méthode quand même d'optimiser du stockage local. Ok, nous donnons les 10 secondes de bienveillance collective à monsieur pour qu'il finisse. Voilà. Super court, même 5. Je me concentre juste sur le tous, puisque moi, personnellement, je ne garde pas tout. Je fais le ménage au bout de 3 ans. J'efface tous ceux qui ont plus de 3 ans. Et tant pis s'il me manque. Merci. Ok, merci. Ben, vous pouvez vous applaudir. Hein. Alors, vous l'aurez compris, on aurait pu continuer encore longtemps. On en avait un stock des affirmations. Ça dépendait du nombre de temps que vous alliez prendre pour débattre. Mais en fait, en conclusion, on voulait vous présenter quelques chiffres chocs. On en a 5. Et puis, à la fin, on va vous demander de nous laisser un petit souvenir. Donc, on va vous expliquer. Premier choc. Premier chiffre choc, le numérique représente 2% des émissions de gaz à effet de serre. Donc si Internet était un pays, c'était 2 fois l'empreinte environnementale de la France. L'activité numérique mondiale depuis 2009 pollue plus que l'activité aérienne. Le deuxième chiffre choc, l'envoi d'un mail avec une pièce jointe, c'est égal à une ampoule allumée pendant 24 heures. Chaque heure, plus de 10 milliards d'emails sont envoyés dans le monde. Et par exemple, 100 salariés d'une entreprise qui envoie 10 emails, c'est 13 allers-retours Paris-New York. Chiffre choc numéro 3. 1 heure de vidéo sur un smartphone, c'est un frigo allumé pendant 1 an. En moyenne, le frigo représente 10 à 15% de la consommation d'un foyer. Le streaming représente à lui tout seul 1% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Et la moitié, oui, des 2% de tout à l'heure. La moitié. La recherche d'infos via un moteur de recherche est équivalent à 7 grammes de CO2 émis, soit 9,9 kg de CO2 par an et par utilisateur. Et pour vous donner un exemple concret, un data center de 10 000 m² consomme autant qu'une ville de 50 000 habitants. Dernier chiffre choc, l'empreinte carbone des vidéos en ligne équivaut à celle de l'Espagne. La consommation de vidéos représente 60% de l'ensemble des flux de données diffusés et échangés sur le web, soit 300 millions de tonnes de CO2 par an. Dont la moitié pour Netflix. L'étude d'ailleurs, on a vu un choc chiffre sur Netflix sur ce sujet-là. Ouais. Donc ces chiffres, ils sont notamment issus d'une étude de l'ADEME que vous pouvez consulter en ligne. Et puis il y en a d'autres qu'on a trouvés sur Courrier International et Médiamétrie. Donc on voulait quand même conclure ce débat mouvant avec des chiffres un peu chocs. Et puis pour terminer, en fait, derrière vous, vous avez des arbres à engagement, ça s'appelle. Donc JB va vous distribuer des petits papiers. Et du coup, vous allez nous laisser un petit souvenir et un engagement. Donc la phrase commence par « Demain, je m'engage à faire quelque chose ». Donc peu importe. Et après, vous allez le scotcher sur les arbres à engagement qui sont derrière vous. Alors oui, si vous avez des stylos, prenez des stylos dans vos sacs si vous en avez. Moi, j'en ai, sinon ici. Du coup, on a fini.